Bonjour à tous, et ben, ça y est, on est parti dans les colzas. J'ai fait un échantillon ce matin avec mon père. Enfin, ce matin il était 11h30, il était à 8. Donc j'ai recommencé vers 13h30, comme ça je suis sûr que c'est bon. Alors je ne roule pas vite, je roule à 3 km/h, j'ai tout optimisé, mais la fin du réglage m'a dit diminuer la vitesse. Donc là 3 km/h, j'ai un peu de perte, mais dans la limite de l'acceptable. Le colza est très beau, très épais, et puis bah, vous voyez sous le colza, rappelez-vous, hein, ou alors allez revoir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. J'avais semé mon colza avec du lotier corniculé. Bah, vous voyez tout ce qui est vert, c'est le lotier corniculé qui est là, qui attend d'être à la lumière, et maintenant ça y est, je l'ai mis à la lumière. Donc dans les jours qui viennent, il va littéralement exploser. Vous voyez, tout est bien vert, il est vraiment là. Il n'est pas monté dans le colza, il est pile poil là où il faut. Bon, il ne faudrait pas que j'attende encore 15 jours pour faucher le colza, parce que je pense que là, il se retrouverait beaucoup plus haut. Alors après le colza, je vais certainement semer un blé. Donc le blé va pouvoir bénéficier de l'azote apporté gratuitement par le lotier corniculé, hein, qui est une légumineuse. Donc je sais pas si on le voit bien, il est en dessous là, il y a quelques petites fleurs qui apparaissent. Ah, je vais vous le montrer sur le côté, là je roule pas trop vite. Tout à l'heure je descendrai pour vous le montrer de plus près, mais vous voyez il est bien présent. Bon voilà, c'est déjà... Je connais toujours pas le rendement de mon colza, hein. Il n'y a qu'à la fin que je le saurai. Ça n'a pas l'air d'être vilain, mais bon, une fois que c'est pas, tant que c'est pas livré, par expérience, je ne me prononcerai pas. Mais au moins une réussite déjà, c'est que dans cette parcelle, le lotier corniculé est là. Donc c'est un couvert à ne pas semer du coup. Là la parcelle fait 20 hectares 50, bah, c'est 20 hectares 50 où j'aurai juste à broyer les cannes de colza pour éviter la propagation du sclérotinia, ou pour le limiter. Et puis voilà. Je vais continuer, je reviendrai un petit peu sur la machine et puis sur la fauche du colza. Voilà, mais en attendant, je vous laisse. A plus. Bien, lundi matin, 4 juillet, je vais préparer la machine pour mon deuxième jour de colza. Alors, comme vous pouvez voir, je parlais l'autre fois qu'elle était propre puis devenue sale. Alors, vous voyez dans les colzas la poussière. Alors, par contre, ce que je vais faire là, c'est faire le plein, souffler les filtres, graisser ce qu'il y a à graisser, vérifier les niveaux, vérifier la tension de toutes les courroies, graisser les chaînes. Enfin, c'est du quotidien, quoi. Et puis, petit message en passant, bien que je le répéterai à nouveau de temps en temps, pour chez messieurs de chez Valtra, qui me disaient que c'était pas bien de faire ça, pourtant il y en a qui le font. Vous avez vu, quand on retire la clé de contact, on attend 2 minutes et on peut mettre le coupe-batterie. Voilà, c'est ce que je demandais au printemps dernier sur mon T234 et on m'avait dit non, surtout pas, ça va créer des problèmes. Bon, ben voilà. Messieurs de chez Classe, vous expliquerez chez Valtra comment vous faites. Bon allez, c'était juste pour rire. Je vais rouvrir la cabine, remonter en cabine et puis l'amener déjà pour faire les pleins. Allez, à plus.
Allez, juste un petit truc au passage, comme vous voyez mon écran est noir, c'est-à-dire que je l'ai mis hier soir en position nuit pour pas qu'il me flash le visage et puis que je ne voie pas l'extérieur. Donc un moyen simple pour le repasser en position jour, on utilise toujours la petite molette, et en ce moment on est sur la coupe. Je déplace jusque sur le C-bis, parce que c'est le C-bis que je veux mettre en position jour. Je valide. Ici on voit commutation C-bis jour-nuit. Je vais dessus en validant. Tac. Luminosité jour. Je remonte dessus, je valide. Et nous voilà en plein jour. Et maintenant je fais escape pour ressortir de là. Jusqu'à temps que j'arrive sur mon écran principal. Allez, on va aller faire tout l'entretien que je vous disais tout à l'heure. Bien voilà, le plein de gasoil et d'AD Blue a été fait. Et maintenant, la clé magique. Un côté qui a été soudé en clé Allen hein, pour les BTR. Et clé de 13. Logiquement, avec cette clé, on fait l'ensemble de la machine. Donc, première chose pour l'entretien. On ouvre tout ce qu'on peut ouvrir. Alors voici un peu l'intérieur de la bécane, toutes les courroies. Donc comme vous pouvez je vais y arriver, comme vous pouvez voir, tous les jours il y a pas mal de poussière qui s'accumule et on sait que la poussière, c'est signe qu'il peut y avoir un incendie, surtout avec les fortes chaleurs qui sont déjà présentes et qui arrivent. Et tout là-haut, là, il y a une poulie, c'est la poulie sortie moteur. Donc à l'intérieur de la poulie, on le devine un petit peu. J'essaierai de m'en approcher tout à l'heure avec un escabeau. Ça fait comme une forme d'hélice hélicoïdale. Et donc ça sert à refroidir la sortie moteur. Et cette partie-là est surtout à souffler plusieurs fois par jour. Parce que les échauffements arrivent souvent de là. Bon ça c'est pareil. Hein. C'est sorti de la formation, j'invente rien. Bon, ce qui se fait avec la clé de 13, je le ferai après sans la caméra parce que c'est pas évident. Alors, on va ouvrir hop, l'ensemble des capots, même s'il n'y a pas forcément d'entretien. Il y a peut-être des 50 heures ou des 100 heures, mais ils sont pas encore bons à faire. Mais il faut toujours tout ouvrir tous les matins, on sait jamais. Il peut y avoir quelque chose qui s'est détendu, tout simplement. Vous voyez, par exemple... il y a différents types de tendeurs, on va dire. Et celui-ci, il faut logiquement que le petit carré qui est là arrive ici et celui-là ici. On voit là, ça s'est un petit peu détendu. Alors je vais peut-être le retendre un peu. Je vais même certainement le retendre. Et il y en a d'autres. Alors est-ce que je peux passer en dessous? Non, il y a des caches. Il y en a d'autres comme là-bas, vous voyez, c'est bout à bout. Ici, là, voilà, là, c'est bout à bout. Donc là on voit, ils sont bien bout à bout, donc je sais que c'est bon. Et puis ensuite, par habitude, on vient un petit peu toucher les courroies, on les regarde. On regarde si elles sont pas craquelées, fendues, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est coincé dedans. Hein. Il y aurait pu y avoir un élément, par exemple, d'une poulie qui lâche et puis qu'il se coincer dedans. Donc je vais faire comme ça tout le tour de ma machine. Et puis ensuite prendre la pompe à graisse, enfin la souffler, ça sera déjà mieux. Et ensuite prendre la pompe à graisse et puis faire les 10 heures, puisque je vous remontrerai peut-être en cabine. On a un petit décompte, alors il faut penser à les remettre à zéro quand on fait le graissage. De 10 heures, 50 heures, 100 heures, 250 heures, 500 heures. Alors en début de campagne, je les ai tous faits. Comme ça j'étais peinard, j'ai tout remis à zéro. Et là, logiquement, alors hier soir, j'ai dépassé d'une demi-heure les 10 heures, puisque ça me marque moins 30 minutes. Donc, je vais faire les quelques 10 heures qu'il y a dessus.
Et puis ensuite, dans 28 heures, je crois, j'aurai mes 50 heures à faire. Bien que certains, par exemple comme celui-ci, vous voyez qui est marqué, c'est le broyeur qui est marqué 250 heures. On nous a conseillé de le faire tous les jours parce que le broyeur ça tire pas mal, donc ça doit tirer pas mal sur les roulements, je pense. Et on nous a dit, bah, faites-le quand même assez souvent, ce qui me paraît assez normal. Et il y en a d'autres. Alors il fallait que je nettoie, il y a un graisseur au bout là par exemple. Alors quand il n'y a plus de graisse dedans, le truc rentre au fur et à mesure. Et quand il est rentré, eh ben, en graissant, on vient le ressortir. Ça veut dire qu'il y a assez de graisse dedans. Alors certains, ce sont des sécurités. Donc il faut un coup de pompe, voire 2 coups de pompe, mais pas de trop. Et ce qu'il faut éviter, tenter d'éviter, au mieux, c'est de ne pas mettre de graisse sur les courroies. Et quand vous graissez, il faut éviter de faire tomber de la graisse sur les courroies. Encore celle-ci est crantée, donc ça adhérerait peut-être encore. Mais certaines sont lisses. Vous voyez, par exemple, celle-ci, c'est des courroies. Ce sont, pardon, les courroies lisses. Celle-ci est une courroie lisse, comme celle qui est autour là-bas. Hein, c'est 3 courroies qui sont collées, en fin de compte. Il faut éviter de mettre de la graisse dessus parce que ça provoquerait des patinages. Et qui dit patinage dit échauffement. Qui dit échauffement plus poussière, et ben dit risque d'incendie. Bon, allez. J'arrête de discuter, je vais commencer par la souffler. Alors je vais pas filmer, hein, ça sert à rien. Je vous montrerai après comment elle est une fois soufflée. Je pense que ce sera nettement mieux pour vous. Donc je vous remontre un petit peu l'état dans lequel elle est à l'heure actuelle, les accumulations de, vous voyez, sur tout, hein. Et j'ai tourné hier on va dire quelle heure il était, 1h30 je crois, jusqu'à 11h30. Donc on va essayer de souffler tout ça et puis vérifier un petit peu tout. Allez, c'est parti. Bon voilà, pendant le graissage, je viens de faire appel à un mécano de la concession Classe à Vitry-le-François. Enfin, Marolles exactement. Tout simplement pour venir... Bon bah grosso modo on a remplacé, alors je l'ai juste un tout petit peu aidé, on a remplacé ceci, qui en fin de compte c'est la pompe à AdBlue. Hein, l'AdBlue c'est de l'urée en fin de compte qui est injecté dans les gaz d'échappement pour neutraliser les NOx, à ce que j'ai pu comprendre, afin de moins polluer. Alors ceci n'existait pas sur les anciennes machines, maintenant ça existe sur nos tracteurs. Ça existe même sur pas mal de voitures. Mais malheureusement, elle était défectueuse, ce qui fait que cette nuit, vers 10h30, j'ai eu des alertes. Alors je vais vous mettre l'alerte que j'ai eue, qui me disait que le niveau d'AdBlue n'était pas bon. Comme s'il n'y avait plus d'AdBlue à l'intérieur du réservoir, alors qu'il y avait encore minimum 80%. Donc quand je les ai appelés ce matin, ils m'ont dit oh c'est fort possible que ce soit ça qui soit en panne. Alors j'en connais pas le prix, mais en attendant, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 heures, 4 heures, 5 heures, ils n'ont pas pu me le dire exactement, la machine se met en défaut et on n'a plus de puissance, donc on peut plus faucher, juste de quoi rentrer. Elle est à mi-puissance quoi, grosso modo. Donc elle a été changée, elle se situait sur le réservoir d'AdBlue qui est juste ici. Alors ça a été prévu à peu près correctement on va dire, vous voyez, il faut défaire la petite sécurité là parce que sinon on peut pas l'ouvrir entièrement. Il pivote, tout le réservoir pivote et au-dessus on voit le haut de la pompe, hein, cette partie là. On le voit là-haut, alors j'ai peut-être pas bien montré avec mon doigt mais on le voit là-haut, donc il a fallu la replonger, appuyer assez fortement avec des démons de pneus pour arriver à l'enfoncer en force. Et puis au bout d'un moment on a redémarré et le code panne c'est parti tout seul. Au début il me disait qu'il fallait qu'il ait un code de chez Mercedes pour pouvoir réinitialiser, puis en fin de compte le code panne est parti tout seul. Bon tant mieux. Sinon de mon côté, écoutez voilà, j'ai fini de souffler la bécane, de l'entretenir, vous voyez, de vérifier comme je disais tout à l'heure
la tension. Donc là, je laisse à peu près 1,5 cm parce que quand ils sont bord à bord, c'est vraiment bloqué et il n'y a plus de jeu du tout. Donc il faut quand même un peu de jeu. La seule chose qui me reste à faire, alors vous pouvez voir, hein, il y a pas mal de... Enfin, balayer... Que je balaye tout ça, bon, c'est pas très grave. Petite particularité, vous voyez, ceux-ci sont marqués 50 heures. C'est les graisseurs de bout de rotor et en fin de compte, il est conseillé de les faire tous les jours. Étant donné qu'il n'y a pas de lèvres de... autour du roulement, il n'y a pas de lèvres de protection. Donc quand on graisse de trop, ce qui se passe souvent, c'est que quand on met trop de graisse, ça écarte les lèvres et du coup la poussière, hein, les lèvres anti-poussière, la poussière arrive à rentrer dans le roulement au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il vaut mieux quelques petits coups de pompe que 10 coups de pompe et puis que ça dégueule tout le temps. Par contre ici, c'est à dégueulement, on va dire, donc je pourrais vider des pompes et des pompes, ça tomberait par terre. Donc 10 coups tous les jours. Sur ces deux petits roulements là, et puis comme je disais tout à l'heure, hein, sur les roulements de broyeur, moi j'aime bien mettre quand même des petits coups de pompe dessus. Alors les 10 heures, en fin de compte, il n'y en a pas, hein, ce que je vous disais, j'avais 30 minutes d'écart, mais en réalité c'est ça qu'il faut vérifier tous les 10 heures le niveau. Alors vous voyez, ben moi je vais remettre, ça c'est de l'huile moteur simplement qu'on met dedans, et ce petit réservoir sert tout simplement, il y a une petite pompe en dessous, qui envoie de l'huile par un tuyau, qui arrive ici, vous voyez, avec les petits balais là, les crânes chevaux là. Et ça vient graisser la chaîne. Alors cette chaîne, vous voyez, elle entraîne la vis de vidange. Et en même temps que ça tourne, pendant qu'on vidange, et uniquement pendant qu'on vidange, et ben ça vient injecter pendant quelques 10 secondes ou quelque chose comme ça, de l'huile sur la chaîne pour ne pas trop la huiler, mais qu'elle soit assez huilée pour ne pas s'oxyder. Donc je n'ai plus que ça à faire. Et puis, bah écoutez, après, on va se retrouver, bah, je referme tout, hein, les tôles, etc. Et puis on se retrouvera dans mon dernier champ de colza. Bon allez, c'est parti. Bon, bordure de bois avec le soleil, plus la poussière. C'est pas évident. Une fois que tu as fait ton premier tour, bah, tu es bien content. Moi, je suis toujours dans les colzas. Ah, un peu d'ombre. On voit un peu mieux. Bon, démontage des scies à colza. Le colza est terminé. Donc, je viens de remettre les protections de chaque côté. Les particularités de ces scies à colza par rapport à celles que j'avais avant. Alors, on ouvre avec la clé qui fait tout. Bien. Voilà. Voilà, je disais particularité de ces scies à colza. Elles sont hydrauliques. Vous voyez, ce sont deux branchements hydrauliques. Et il y a ici donc un premier sertissage là. Donc on soulève. Vous voyez le carré qui était ici, elle est là. Et on tourne comme ça. Et voilà, ça va sauter dedans. Quand on les a mis, et ben, on appuie dessus, on pivote et on vient sertir ici. Voilà. Et voilà. Le deuxième, c'est celui qui sert aussi. Voilà. Et normalement, là, je vais poser la GoPro. Il va falloir que je mette les grands et que je sorte toute la scie qui est clipsée ici.
fin de la fauche des pois de printemps tutorés au seigle forestier. Bon, comme je l'avais dit, le rendement sera pas beau. On a du mal à lutter contre pas d'eau du tout. Retour dans mon orge de printemps semé le 28 octobre. Ce coup-ci, les passés de traitement sont mûrs. Donc je viens les faucher et puis je vais attaquer la partie, sauf la partie que j'avais ressemée, là, qui avait gelé. Ça, je vais le laisser. Par contre, tout le reste, je l'avais laissé. Je trouvais que c'était pas assez mûr. Et ce coup-ci, je vais pouvoir le faucher. Bon ben voilà, c'est parti pour les blés. Là je suis dans du DK Dakotana, semé en direct derrière l'Antille. Alors je vais en profiter, la dernière fois je vous ai montré une petite simulation où on voyait les rotors fonctionner. Et justement là je vais vous montrer grâce à mon téléphone. Alors je vais pas prendre mon téléphone en main, j'ai déjà regardé comment il fallait faire. L'optimisation de ce qu'on peut faire. Alors vous voyez ici par exemple, ça c'est les pertes rotor et ici c'est les pertes aux grilles. Et là j'ai quasi pas de perte parce que j'avance pas vite, hein, je suis à 4,9 km/h. Et donc je vais pousser la machine. Et normalement le but c'est d'amener les pertes à ras ici. Elles ont été calculées, c'est acceptable. Et vous voyez, on s'aperçoit là que j'ai plus de pertes au rotor. Voilà, là j'en ai trop par rapport aux grilles. Donc ce que je vais faire, vous voyez là, le réglage de base rotor c'est 800 tours. Et ben je vais lui mettre, je vais passer tout de suite à 900 tours. Et on va à nouveau pousser la machine 6 km/h. Le but étant d'essayer d'équilibrer les pertes entre les deux, parce que dès qu'on augmente la vitesse des rotors, on augmente les pertes aux grilles, mais tant que les pertes aux grilles sont minimales, on peut augmenter la vitesse au rotor. Surtout que moi, le rotor abîme la paille, mais comme je suis en agriculture de conservation des sols, c'est pas tellement grave pour moi, puisque ma paille me sert à nourrir mes sols et retourne au sol. Bon, je fais le demi-tour en même temps. Voilà, mon GPS, je vais lui faire reprendre. Voilà, les deux lumières bleues sont allumées. J'appuie sur auto et voilà. Il me remet en face de ma ligne. Ça, le GPS, c'est quand même génial. C'est quand même beaucoup moins de fatigue. Allez, on est reparti. Ben, il y a une passée de traitement, mais c'est pas grave. Dans l'optimisation, voilà, là je suis à 5,8. Bon, pour l'instant, le grain n'est pas arrivé au niveau de l'arrière de la machine. Voyez, les pertes commencent à monter. Mais largement acceptable. Je pousse la machine, je suis à 7 km/h, 7,2. Ah, perte rotor. Je vais augmenter à nouveau la vitesse du rotor, je vais passer à 960. Vous avez vu, aussitôt comme ça a baissé et que ça équilibre, les pertes ici montent un petit peu. Bon là 7,2, je suis quand même un petit peu trop vite. Allez, on va rebaisser à 6 et on va voir ce qui se passe. Voilà, c'est redescendu sous la barre horizontale et vous voyez, ça commence à s'équilibrer tout doucement. 6,1 et là je peux accélérer. Parce qu'en fonction des zones de la parcelle, bah forcément le rendement n'est pas le même. Bon alors là je suis en train de manger deux passées de traitement de 60 cm de large, donc c'est comme si ma coupe faisait plus d'1 mètre en moins. Bon là j'arrive près d'un pylône, je vous laisse et je reprends après, je passe le pylône.
Ah, on va pas essayer de coucher le pylône, ça serait bête. Ah, toujours dans l'optimisation. Vous voyez là, 5,7, il n'y a plus de perte. Ah. La trémie à 3 quarts pleine, d'où le bip bip. Bon là je suis pleine coupe, comme j'ai paramétré la densité, enfin le PS du blé. Voilà, on a une idée du rendement. Vous voyez, 115,4, 113, 112, 114, voilà, des petites variations. 117, 113. 108, 107, 105. Moi je roule pas trop vite parce que je sais que je vais arriver dans des zones où les pertes au niveau des rotors vont augmenter. Vous voyez, 107, 113. Bon voilà, un bon rendement pour l'instant pour une variété qui n'a eu qu'un seul fongicide contre l'odium. Donc voilà, quand je disais, ben voilà, tenez, regardez, là je suis obligé de baisser, vous voyez là on est à, hop, ça y est, les pertes ont baissé. Et quand je disais qu'une maladie ne peut s'exprimer que quand tout ce qui lui permet de s'exprimer existe, mais comme cette année il n'y a pas eu d'eau, je vois pas comment la septoriose aurait pu exister. Et puis exactement pareil pour la fusariose, la fusariose de l'épi qui s'installe dans l'épi au moment où comment je dirais moi, où le grain de blé est en fleur, en fin de compte, où le blé est en fleur, je vais y arriver. C'est à ce moment-là où par les anthères ou je ne sais plus trop quoi, le champignon arrive à rentrer, mais comme les conditions n'ont jamais été respectées, je ne voyais pas du tout l'intérêt de faire un traitement à ce moment-là. Et vous voyez là, 103, 104, et il faut que j'abaisse un peu parce que j'ai de la perte au rotor. 106, 108. Bon, on arrive en bout de parcelle. Hop. Bon voilà, c'est un petit passage rapide. Ben, je reviens vers vous un peu plus tard. Bon, petit tour à la ferme parce que là, vous voyez, je suis short pétrole. Donc on va refaire le plein et puis on va repartir pour une parcelle de 16 hectares.
Bon voilà, bonne séance le matin. Alors matériel utilisé, un masque intégral, une cartouche et on s'en fout des couleurs parce que c'est juste pour la poussière, mais elle ne me sert qu'à ça, je n'en sers pas pour le chimique, même si elle est des codes couleurs. Et je la referme parce que si vous la refermez pas, bah, du coup, pour la poussière on s'en fout on va dire. Mais d'un point de vue chimique elle serait foutue. Et puis une petite combinaison Tigec, un truc comme ça là. Tivec, pardon. Au moins on est couvert partout et on peut y aller franco, on respire tranquillement, calmement. Mais au moins on n'a pas les naseaux plein de poussière et les poumons. Par contre, il fait bien chaud dessous et pourtant j'ai de la chance, le ciel est couvert. Puis la coiffure, vous voyez, hein, pas le temps d'aller chez le coiffeur, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et puis après, un nettoyage du matériel, donc à l'eau savonneuse. Surtout si vous vous en servez pas d'ici quelques temps, ça serait bête qu'il y ait des champignons qui se développent à l'intérieur. Puis après, vous l'essuyez, puis vous le laissez sécher. Pour les gouttes qui resteraient dedans, quoi. Voilà. Toujours bien d'avoir fait l'armée pour savoir comment ça fonctionne. Ça s'appelle un ANP à l'armée, appareil normal de protection. Bon allez, à plus. Bien voilà, une fois soufflé, même si c'est pas parfait, on voit quand même mieux. Pour 1, faire les graissages, et 2, vérifier toutes les tensions des poulies. Voir s'il n'y a pas des courroies d'abîmées, des fuites. Enfin, puis un petit peu tout, quoi. Bon, allez, je vais souffler, mais on... Oui, encore souffler. Je vais souffler mon filtre à air que je vais démonter. Et puis voilà. Allez, démontage du filtre à air. Clic 17. Et voilà, comme nous, la machine a besoin de respirer. Donc tout à l'heure, vous l'avez vu, j'ai soufflé son radiateur, ou du moins tous ses radiateurs. Bien que là-haut, il y a l'hydraulique, la clim, et puis différentes autres parties ici pour le moteur. Et voilà donc le filtre à air, qui est un énorme tamis, on va dire, enfin, ouais, si je puis dire. Donc vous voyez, une journée, puisque je l'ai déjà soufflé hier, je souffle minimum une fois par jour. Alors, attendez, je pose la caméra pour l'attraper. Allez. Donc je disais aussi le filtre à air, donc vous voyez, c'est du papier qui récupère les poussières, qui les empêche de passer au niveau de la carburation du moteur. L'intérieur, vous voyez, qui est propre. Et à l'intérieur, alors je vais remonter, à l'intérieur du filtre à air, il y en a un deuxième qui est encore plus fin pour vraiment, voilà, pour vraiment alors le filtre à air, ce qu'il faut faire, vous voyez, avant de le souffler par l'intérieur, on peut déjà tout doucement le taper. Donc on évite de le souffler par l'extérieur, on va dire, sauf quand il est vraiment propre. Parce que sinon on pousse les poussières vers l'intérieur du filtre. Et là si je le tape, c'est justement pour décoller les poussières et qu'il soit plus facilement nettoyable après en soufflant par l'intérieur.
Vous voyez, une journée de travail, toute petite poussière, ça pénètre partout. Donc vous comprendrez pourquoi tout à l'heure j'avais mis le masque. Faire ça dans les poumons, je ne sais pas si ça fait du bien, mais faire du mal, c'est à peu près sûr. Bon, allez, je vais le souffler par l'intérieur maintenant. Bon allez, je le termine. Bon ben le voici terminé, vous voyez, par l'extérieur. Quasi plus rien qui sort. C'est donc qu'il est propre. Maintenant de loin, je peux essayer de mettre un petit coup comme ça pour évacuer, mais vous voyez, il n'y a même plus rien. Et puis quand vraiment il est tout noir, voire avant, quand on pense qu'il est fichu, et ben on le change. Allez, c'est bon, on va le remonter. Allez, on le réintroduit délicatement, surtout qu'au fond, il y a des petites lamelles qui font tourner. Il faut arriver à le rentrer dedans. Voilà. Et je le déplace à chaque fois, donc avant-hier il était comme ça, hier comme ça, et aujourd'hui je mets... Bon, c'est une habitude que j'ai pris, je sais pas si ça sert à quelque chose. Et c'est pas grave. Bon allez, je referme avec ma clé et je vous reprends après. Bon, maintenant que tout est un petit peu plus propre, on va pouvoir faire tous les niveaux. Alors tout à l'heure je vous le montrais. Vous voyez là, je suis au mini, donc il va falloir que je rajoute un petit peu d'huile hydraulique par ce bouchon. Ensuite, vous voyez, d'avoir ressoufflé par le bas, c'est remonté, mais là ça colle pas, ça va partir dès qu'on va mettre en marche. Bon, moi je l'ai décollé à la soufflette. Ici c'est rempli, vous voyez, on voit le petit symbole. Rempli jusqu'en bas, ici, ras du bouchon. Hop. Alors, eh ben, je vais aller en chercher, il en manque un tout petit peu. Alors, je remets le bouchon provisoirement pour pas qu'il y ait de poussière qui tombe dedans. Ça c'est normal, hein, quand on a réparé, c'est ce que le mécano m'a dit, quand on a réparé la pompe à déblou, il m'a dit il faudra certainement remettre du liquide de refroidissement. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Mais c'est lié. Et on va faire le niveau d'huile moteur. Alors on l'essuie une première fois. Et on est largement au maxi. Donc il y a peut-être eu un poil trop d'huile de remise, ce qui n'est pas très bien, d'huile moteur. Mais bon, déjà il y a de l'huile dedans. Maintenant que tout est propre, on vérifie qu'il n'y a aucune fuite. Non, tout a l'air d'être impeccable. Alors tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu, hein, j'ai deux alternateurs. Un ici, puisqu'il y a du 12 volts sur la machine et du 24 volts. Un ici que j'ai soufflé, hein, les alternateurs ont besoin aussi d'être soufflés, de retirer la poussière. Et un qui est de l'autre côté que j'ai soufflé mais par le bas. Bon bah écoutez, tout ça, voilà, il y a un peu de poussière qui s'est redéposée du fait que j'ai soufflé par le bas, mais elle est décollée donc elle va s'en aller.
Je ne vois aucune fuite. Bon bah allez, je remets du liquide de refroidissement. Et puis on va aller prendre une douche. Bon, et comme l'a dit le mécano, même là-bas, si c'est marqué 50 heures, c'est les nez de rotor. Tu me les fais tous les jours. Et 10 coups de pompe. Et c'est pas grave si on en met trop, parce que 4. Oui, de toute manière, ça dégueule. Donc j'abîmerai rien du tout. Bon, bah allez, je vais faire le graisseur débroyeur. Et puis tous les autres ont été faits hier, les 50 et 100 heures. Donc tout est bon. Allez, je continue. Jeudi 7 juillet 2022, on a décidé de réattaquer dans l'orge et de ne pas finir le champ de blé où j'étais dedans hier soir. Tout simplement parce que le silo en ce moment ferme à 20 h. Ce qui fait que si je finis mon champ de blé, je vais avoir fini vers 16 h, 16h30 environ, le temps de remonter à ce champ où j'ai l'orge de printemps RGT Planète que j'ai semé ce printemps après le coup de disco mulch. Comme je ne la stocke pas, je la livre. Si jamais j'avais commencé à la faucher à 17 h ou 18 h, il est fort possible qu'il me reste 2 bennes le soir et que du coup je ne puisse plus faucher sur le soir. Donc du coup on a inversé les choses, hein, tant pis. Et puis voilà. Bon bah écoutez, vous m'avez vu accrocher la coupe. Donc maintenant, comme d'habitude, eh bien on va commencer déjà par ouvrir avec le bouton là la trémie.
On va voir le jour apparaître. Voilà. Voilà, la trémie est ouverte entièrement. Et on ne le voit pas, mais j'ai programmé en même temps la levée de l'antenne GPS. Et comme ça, elle se baisse en même temps que je replie ma trémie. Alors il est possible que tout à l'heure, je la baisse toute seule, l'antenne GPS, parce que le long du bois, j'ai pas envie qu'elle soit cassée par une branche qui dépasserait très haut. Donc le mieux quand on fait le long d'un bois avec l'antenne GPS, c'est de la baisser et puis on la relève après. Tant pis si on capte pas le signal pendant un petit moment. Bon allez, c'est parti, démarrage. Toujours le même... Ah, j'ai pas fait mon broyeur. Rien à discuter. Tac, je vais sur le broyeur, je valide. On est en déplacement sur route. Je veux aller sur haché. Donc je valide. Je remonte d'un cran et je valide. Voilà, bon vous ne le sentez pas, mais moi j'ai senti le petit à-coup. Et voilà, il est en position hachage ou broyage quoi. Donc, logiquement, ça doit être bon. Allez, je lance la batterie. Alors la batterie, c'est tout l'ensemble qu'il y a derrière. Hein. Voilà, on est au ralenti. Toujours pareil, pas de bruit suspect. Donc j'accélère, mi-régime. Pas de bruit suspect, plein régime. Comme je suis descendu de la machine, automatiquement l'automatisme de Montana s'est coupé, donc je le remets en marche. Donc vous voyez, elle se déplace, je sais pas si on le verra. Voilà. Et maintenant je peux lancer à pleine vitesse ma coupe en soulevant l'arrière et en appuyant dessus. Et je le répète, c'est prévu pour chez Claas, on doit la lancer à pleine charge. Tout tourne correctement. On va regarder, même si c'est sur un chemin pas terrible, la hauteur de coupe, on verra bien. Bon, ça a l'air de correspondre. Bon allez, je vous laisse un instant, je rentre dans le champ et je vous reprends après. Alors une petite chose que je fais à chaque fois que je rentre dans mon champ, c'est que je fais quelques mètres. Et comme ça, vous comprendrez, je conserve les graines pour moi. Je vais sur la position, vous voyez, avec la molette ici. Je vais sur la position de l'épi, donc je valide. Donner produit, c'est ce que je veux. Et je nettoie toujours ma machine. Alors, donc je valide et je nettoie toujours ma machine. Nettoyer en soufflant. Et je valide comme quoi je veux ça. Et regardez. Le batteur monte à 1000 tours. Les vents montent quasi à fond. Toutes les grilles s'ouvrent à fond. Voilà, comme ça, ça souffle tout. Et le fait d'ouvrir les grilles à fond, puis ensuite de les refermer pour le prochain réglage, ça permet de faire tomber tous les cailloux qui pourraient être coincés. Parce que si je pars d'une position ouverte, on va dire, avec un caillou de coincé, et que je referme la position, bah, je risque de tordre mes petites lamelles que je vous ai montré l'autre fois sur mes grilles. Ce qui fait qu'en faisant ça, là, vous voyez, grille supérieure à 20, inférieure à 20, elles sont ouvertes à fond. Donc maintenant, je ressors de là et je vais aller sur mon orge de printemps. Voilà, je valide. Donc le nominal c'est 900, je suis à 1000, hein, c'est l'ancien réglage. Je valide comme quoi je veux bien celui-là. Et vous voyez, aussitôt, la machine d'elle-même vient se régler. Et vous voyez là, on est descendu en grille inférieure à 9. Si jamais, voilà 10, il va bientôt peut-être descendre à 9. Si jamais j'avais descendu directement, bah, j'aurais peut-être coincé des choses et tordu des lamelles, tout simplement. Alors, le ventilateur, il ne veut pas s'y mettre. Je revalide. Alors, il y va. Et quand il y en a un qui veut pas... Ah, il redescend à 1030, bizarre. Bon, je verrai bien, c'est pas grave. Allez. L'orge est réglé, je ressors de tout ça et ensuite on optimisera. Ah, j'ai pas regardé par contre combien de volets il fallait. Là on m'a mis 2 volets d'ouvert sur les rotors.
orge de printemps. C'est très bizarre parce que vous voyez, elle est bien réglée à 15 et 9 là, impeccable. On va aller remonter à 10. Volet de rotor 0. Allez, je ressors. Et là, vous voyez, volet de rotor, on est à 2. Donc j'avais dû régler à 2 hier. Donc avec cette molette là, ce coup-ci, il apparaît sur l'écran ceci. Donc je vais ici sur les volets de rotor. Voilà. Et tac, vous avez vu là, tac, je suis venu fermer mes volets de rotor pour que le rotor entier serve à, on va dire, à séparer le grain de ce qui resterait dans la paille. Bon, allez, j'arrête de discuter et puis on va commencer à faucher. Bon, aujourd'hui, un temps couvert, avec un peu de vent, je pense 40 km/h à peu près, 35-40. Bon, c'est encore la pleine moisson. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, moi je suis dans mon orge de printemps. Ouais, j'ai un de mes collègues, je sais pas si on le verra en dessous, qui est dans son blé. Donc vous voyez, lui il est sur un coteau exposé sud, hein, puisque les vignes juste au-dessus sont exposées quasi plein sud. Et puis moi, je suis sur un coteau exposé plein nord. Donc comme je le disais il n'y a pas longtemps, d'un point de vue viticole, si jamais le réchauffement climatique continue, une des adaptations qu'on pourra faire d'un point de vue viticole, avant même de transformer, changer les variétés, etc., ben, c'est de planter nos coteaux nord, parce que du coup ils seront moins exposés, et moins sensibles au... 70% de la trémie pleine. Et moins exposés, je disais, aux coups de chaleur. Alors des coteaux nord, eh bien, j'en ai pas mal aussi, hein, autant que les coteaux sud. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, voilà, c'était une petite aparté, mais peut-être que ça viendra. Il y en a même qui ont dit que si jamais il faisait trop chaud un jour dans le nord de la France, on planterait des vignes de champagne en Angleterre. Hein, je leur dis, avant d'aller voir chez les roast beef, regardez déjà ce qu'il y a chez nous. Enfin, voilà. Bon. Alors la parcelle, bon, vous l'avez déjà vu pour certains qui suivent mes vidéos. Parcelle en pente, avec parcelle que j'adore parce que c'est bourré d'arbres sur les bordures de toutes sortes. Je me demande même si ça n'a pas été planté par les anciens, parce qu'on a beaucoup de noyers, beaucoup de noyers, on a beaucoup de cerisiers, on a des bouleaux, des couèches, des pommiers. Ici on voit là des érables champêtres là qui sont un peu plus clairs. Bon, par contre, parcelle de 1300 mètres de long, peu large, quasi pas de fourrière en largeur, on va dire, parce que ça fait un œil. Ouais, on va dire, on va appeler ça comme ça forme un œil. Mais avec de nombreuses pentes et de nombreuses haches sur le bout. Ah, et un chasseur ou une chasseuse là-haut. Ils ont les yeux bien mieux faits que les nôtres. Hein. Bon, allez, je vous laisse parce que j'arrive dans une partie un petit peu plus complexe et j'ai besoin de mes deux mains. Bon, bah allez, à plus. Bon, bah je suis à l'arrêt. C'est comme ça. Trémie à grain à 100%. La trémie est pleine. La vis de vidange est sortie. Mais comme on livre au silo, et ben du coup, je pense que ça bouchonne au silo. Et les deux bennes sont parties et j'ai rien pour vidanger, donc j'attends. Voilà. Péripéties de la moisson. Allez, à plus.
Ah, c'est bon, le tracteur arrive. Parce que là, c'est plein. Bon, bah allez, on continue. Hein. Donc AWS Extase, très bon blé. On sait vraiment pas faire un tel rendement. Bon, d'ailleurs sur les 33,70 grosso modo que fait la parcelle, il doit rester 6 hectares à peu près à faucher. Ce soir il en restera 3 ou 4 je pense. On n'a plus de place sur notre zone de stockage, hein, dans mon hangar de stockage. Donc on va remplir les bennes et puis on ira les livrer demain au silo à 7 km, hein, Pringy. Et puis voilà, c'est tout, puis tant mieux. Je dirais que ça remplace, enfin ça remplace non, ça équilibrera le super mauvais rendement que j'ai fait, que ce soit en poids d'hiver ou en poids de printemps, hein, puisque j'approche les 18 quintaux hectares. Donc ça fait pas lourd quand même. Donc je verrai combien fait cette parcelle à la fin, mais je pense à vue de nez qu'on va être à 115 à peu près, entre 115 et 120, ce qui est déjà pas mal. Et c'est pas la première fois que je fais un tel rendement dans cette parcelle. Mais bon voilà, c'est tout, hein. Et pourtant c'est une année de sécheresse. De sécheresse assez terrible. Alors ici c'est à combien, 2 km à vol d'oiseau de chez moi, ouais, 1,5 km, 2 km. Est-ce que ça a pris de l'eau que je n'aurais pas eu sur mon village? Peut-être, je sais pas. Mais bon voilà, hein, c'est tout, tant mieux. Bon allez, je continue. Allez, là je vous montre avec la pente. Comme ma vis est proche de proche de la benne, on va dire, hein, entre le bas de la goulotte et puis la benne, il y a 1 mètre à tout casser. Et tout à l'heure je vous montrerai eh bien l'exemple inverse, où quand on vide vers le bas, souvent le chauffeur ne voit même pas le... Alors là par contre le chauffeur, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, on est obligé de couper parce que il est beaucoup trop bas. Hein, on va vider de l'autre côté de la benne là. J'ai accéléré un peu, voilà, on va revenir là. Voilà, c'est pas de sa faute, hein, c'est avec la pente, vous voyez, il n'a pas bougé de place. Et en fin de compte, là il est au bon endroit. Mais le cul de la benne est beaucoup plus bas, comme elle est assez longue. Elle fait 7 mètres de long. Voilà, je vais remonter ici, comme ça. Alors, vous voyez comme ça remue pas mal, hein, ça c'est les rillettes qui m'ont fait des trous un peu partout dans le champ. Donc quand je passe dessus, ben, ça se coud. Bon, la benne étant chargée, elle se coud pas de trop, mais je vais vous assurer que ça penche quand même. Allez,
je coupe et puis comme ça on va reprendre à l'arrêt au bout du champ et puis sa benne sera pleine. Alors là il me voit pas, je lui fais signe que c'est fini, vous voyez il cherche, il n'arrive pas à voir que ça... Et ça ballotte quand même, hein. Je ne sais pas si avec la GoPro on voit. Mais ça penche quand même pas mal, hein. Et vous voyez, si je la mets à l'horizontale, je ne sais même pas si on voit le jour là-haut. On va dire le haut de ma cabine à 30 mètres de moi, je suis à niveau du haut de ma cabine. Et elle fait quand même, je peux rouler à 4 mètres de haut, quoi. Voilà la parcelle qui est là-bas, hein. Ah, pardon, voilà, ici, là, un petit peu verte, c'était mon colza. Je vais bientôt le rebroyer parce que j'ai le lotier qui est en dessous, je vous montrerai ça. Bon, la trémie à nouveau pleine, j'attends la benne. Alors je vais essayer de vous montrer ce que c'est pas la fonction Montana, mais ce que ça donne de face. Puisque je suis seul à filmer, du coup je peux jamais vous montrer la machine d'extérieur. Donc vous voyez, la coupe suit le terrain et la machine se met à la fois horizontalement, comment je dirais, de côté. Et là peut-être que ça ne se voit pas avec la GoPro. On descend aussi dans le sens des rayons de blé et elle se met à peu près à l'horizontale, alors là pas tout à fait, mais on va dire elle abaisse l'avant pour que les tables à l'intérieur soient au maximum à l'horizontale aussi longitudinalement. Donc on va voir de derrière. Et au niveau du broyeur, on le voit pas mal aussi. On a l'impression que la machine est en biais, en fin de compte, elle se met à l'horizontale. Bon, là, on est sur une partie du champ qui penche pas trop encore. À 100 mètres là plus bas, ça penche franchement plus, donc ce serait encore plus marqué, beaucoup plus marqué. C'est dommage que des personnes qui puissent nous filmer de l'extérieur. Bon, puis par contre, il faut des grandes pattes pour monter dans la bécane parce que du coup, le marchepied il est beaucoup plus haut. Bien voilà, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez la différence, et là on n'est pas dans une partie qui penche beaucoup, donc la bécane s'est mise, je vous l'ai montré, à l'horizontale. Et vous voyez la différence, là il y a bien 3,50 m facile entre le début de la chute de grain et le bas, ce qui fait que c'est extrêmement difficile à se positionner. Parce que dans la cabine, du coup, le haut de la cabine gêne la vue de la chute de grain. Et si je peux, j'essaierai de vous filmer à un moment où ça penche beaucoup moins. Vous voyez, là on arrive en bout de parcelle, ça penche encore un peu, mais ça penche moins et on voit la distance diminuer tout doucement.
là, je peux replier mon bras de vidange, ma vis de vidange tranquillement. Je sais qu'elle n'ira pas taper la benne parce qu'elle est très très haute. Par contre, en l'autre sens, avec la Josquin qui est beaucoup plus haute, il faut qu'on fasse attention parce que il y a certains secteurs où si le tracteur est proche de la benne, je peux pas lever ma vis ou je peux pas la replier parce qu'elle viendrait se coller dans les rehausses de la benne. Donc il faut y faire gaffe. Une fois qu'on le sait, c'est bon, mais ça fait peur la première fois qu'on voit passer la vis à quelques millimètres, je dirais, des rehausses de la benne. Bon allez, je vous laisse, je renraye. Bon, cette année les terres sont dures, sèches, donc on vide en roulant, on gagne beaucoup de temps. L'année dernière c'était l'inverse, c'était humide, on vidait à l'arrêt. Les bennes restaient principalement sur les chemins. Bon bah allez, hein, samedi 9 juillet, il est 10h30 ou 11h moins le quart à peu près. Bah écoutez, on va finir les 5 hectares qui me restent à peu près de la veille. C'est-à-dire un petit bout ici et puis les pointes en bas. Et puis normalement, si tout va bien, ben, j'en aurai fini pour la moisson du blé. Il me restera mes lentilles qui ne sont pas encore mûres et mes févroles qui j'espère seront mûres avant mes Smith colza. Sinon, ben, j'aurai pas beaucoup de févroles dans les colzas cette année. Bon bah allez, la batterie à l'arrière est lancée. On lance la coupe. On vérifie que tout fonctionne correctement. Bon, ça m'a l'air. J'aime bien remonter toujours au départ mes rabatteurs à fond, histoire que les vérins soient bien chargés en huile, pour pas qu'il y ait une petite différence entre la droite et la gauche. Bon bah allez, c'est parti. Regardez, je vais tourner autour de la benne. Regardez la différence de hauteur qu'il va y avoir avec la mise à niveau. Voilà, malheureusement, c'est le grain coule, c'est parce que voilà. Allez, encore une benne. Et voilà, fin des blés 2022.